Lorsqu'on vient d'Odiéné, qu'on fait autant de longs trajets, intérieurement, on se dit quoi? Moi, je suis content, je suis heureux parce que je viens de très loin. Moi, je viens de loin. Je pense que beaucoup de jeunes Ivoiriens sont témoins de mon histoire. Voilà, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les étapes, coller les affiches de mes concerts, vendre mes cassettes, organiser mes premiers concerts. Et donc, j'ai fait toutes les étapes. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui à Abidjan, que je ne pourrais citer ici, mais qui ont été témoins de mon parcours. Et la première personne qui a écrit sur moi, c'est Blesson Mathieu, et c'était sur les instructions de Venance Kona. Voilà. Il devait être à Ivoire Soir, en fait. Il était à Ivoire Soir. Donc la première fois que j'ai lu un truc dans un journal, c'était Blesson Mathieu qui avait fait l'article, et parce que c'est Venance Kona qui devait le faire, mais il a demandé à Blesson Mathieu de le faire. Ça parlait de mon parcours d'Odiéné à Abidjan déjà, qu'est-ce que je faisais à Odiéné, parce que moi j'ai organisé des concerts déjà à Odiéné, sur le plan local, donc à Samatikila, à Tiémé, un peu partout, donc ça parlait de ça, et puis de mon envie de faire le reggae, et puis de mon engagement un peu, puisque bon, à l'époque, au début, on n'était pas très engagé, mais bon, en tout cas, on en a abordé dans l'interview. Donc, ça parlait de tout ça. Et donc, en tout cas, on vient de très loin. Mais lorsque vous parlez d'engagement, outre la carrière musicale à travers laquelle vous êtes exprimé, vous étiez engagé au lycée à travers des associations. Votre engagement s'exprimait comment? Non, pas du tout. Je n'étais pas engagé au niveau du lycée ou du collège, voilà. En tout cas, parce que moi j'ai grandi dans un tout petit village. Déjà j'étais à Odiéné, et puis mon père m'avait prévenu, parce qu'il avait appris, comme il n'était pas allé à l'école, donc les bulletins, tout ça, les notes, il ne connaissait pas. Et donc il m'avait prévenu, il m'a dit, écoute, j'ai appris que tu n'étudies pas, que tous les jours tu vas danser. Alors à la fin de l'année, si tu ne passes pas en classe supérieure, je vais t'amener dans un endroit où tu ne pourras pas danser. Et donc évidemment, comme je n'étudiais pas, l'année n'a pas marché, et j'étais au CP2, je devais passer au CE1 je crois, et mon père n'était pas content, donc il m'a envoyé dans son petit village qui s'appelle Béléban. Là-bas, il n'y avait pas d'électricité, on avait les torches la nuit pour sortir, donc pour moi qui venais de la ville, ça faisait un peu bizarre. Et puis bon, donc moi j'allais il y avait quelques soirées dansantes, parce que mon père pensait que les gens ne dansaient pas là-bas, il pensait qu'il n'y avait pas de soirées dansantes, donc j'allais là-bas, et puis bon, mais en tout cas j'ai vu beaucoup dans le mot pour l'agriculture aussi, puisque tous les week-ends on allait au champ. Votre première grande scène, c'est à quelle occasion? Ma première grande scène, c'était le Rockin 93. Ok. C'était un concours organisé par une firme de cigarettes, dont je n'aimerais pas citer parce que je ne veux pas pousser les jeunes à fumer. Voilà. Et donc, ce concours a été organisé. Il y avait plusieurs groupes qui ont participé à ce concours. Mais nous, on a fini troisième en demi-finale. Okay. Voilà, on a été éliminé par les Woody. Le groupe de rock. Avec Chris Bagnon, voilà, Jack Dely. Donc on a été éliminé. La demi-finale, c'était au Bronze, la salle de François Cognan à Trècheville. À Trècheville, ok. Donc c'est là qu'on a été éliminé. Puis, donc sinon, la grande scène, c'était au cours de ce concours à Boaké. Voilà, parce que nous, on a joué à Boaké. C'est là que j'ai joué pour la première fois. Il y avait un retour. Parce que moi, je connaissais même pas les retours, puisque à Odiéné, pour moi, les pieds des micros, c'était les pieds des ventilateurs qu'on avait fabriqués. Wow. Tu vois, la batterie, on avait les cartons de cube magie ronds, là, qui étaient un peu ovales, enfin. C'est ça, oui. Voilà. Donc, nous, on avait fabriqué ça, c'est avec ça qu'on se débrouillait, on faisait nos répétitions, et puis là, on avait tout, quoi. Bon, après, on a eu un jeune Français qui nous a donné la possibilité de jouer avec une batterie, mais les retours, les sides et tout, jouer sur un bon son, s'entendre très bien dans un micro, dans une salle, c'était à Boaké. Voilà, c'est là que... Lorsque vous partez d'Odiéné, vous venez concourir à Boaké, ensuite à Abidjan au Bronx, vous terminez troisième. À cet instant, vous dites quoi? Est-ce que vous dites là, je suis en train de faire chemin dans ma passion, ou vous dites, c'est un échec de plus? Écoutez, on était un peu déçus parce que on pensait que nous, on avait le droit à la victoire. Enfin, c'est nous qui devions gagner, puisque on avait trouvé que bon, les grands frères de Woody, ils étaient forts.
Mais bon, voilà, on savait aussi qu'ils avaient des amis parmi les membres du jury. Hein, voilà. Ah ouais, il y avait un peu de copinage. Ah bon, Okay. les membres du jury, ils regardent aujourd'hui l'émission, je ne vais pas les citer, mais bon, ils se connaissent. Hein, donc, voilà, la preuve, c'est que les Woody ont gagné, c'est allé nulle part malheureusement, puisque le trophée c'était un enregistrement à Londres. Et donc ils sont allés à Londres, je crois que ça s'est pas très bien passé. Je pense que bon, nous on était... voilà, je pense que sinon on allait à Londres, qu'on enregistrait, qu'on avait les featuring avec les Jamaïcains, les trucs comme ça, on allait forcément s'imposer. Mais cette défaite-là, en demi-finale, ça m'a pas découragé du tout. Ça m'a pas découragé. D'ailleurs, c'est au cours de cette demi-finale que j'ai été découvert par un producteur qui m'a fait rentrer en studio. Super. Voilà, il s'appelait Ismaël Diaby. C'est lui qui chantait Pétrole mouillé dans l'orchestre université. Voilà. Pour moi, j'attendais l'opportunité d'être connu. Malheureusement, je n'ai pas été connu grâce à ce premier album. Parce que l'album est sorti, j'ai fait Tempo, et puis il faut gagner des CD 2 ou 3 jours après, je crois. Ah ouais. Donc, deuil national, 3 mois de deuil national. Donc, pour un artiste qui venait de sortir, il n'y avait pas de promo, donc c'était pas évident. Donc, c'est comme ça que cet album est passé inaperçu. Ce premier album, j'ai sorti Jelly en 93, mais ça a coïncidé avec le décès de Foot. Oui, non, ça va trop pris. Deuil national donc pour la promo, c'était pas bon. Après, j'ai sorti Missiri. J'ai sorti en 94, c'est là que j'en ai, ah, Missiri, là, tu as dû entendre là. Donc, j'ai sorti ça, ça n'a pas fonctionné aussi. Et puis, en 95, je suis allé au dîner. En 96, j'ai sorti Manger Classique. C'est ça qui a explosé. Ça, j'ai pris. C'est ce que je dis aux jeunes. C'est ce qui nous a emporté. Ne jamais baisser les... Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu as sorti un premier album, ça n'a pas marché, deuxième, ça n'a pas marché, que tu penses que c'est fini. Il faut persévérer, il faut tirer les leçons. Se dire, mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi les deux n'ont pas marché. Je chantais Gandula. Il n'y a pas que les Dula en Côte d'Ivoire. Tu vois. Donc je rentre en studio en 94, je fais un autre album qui s'appelait Missiri. Et je pense que c'est le premier clip que les Ivoiriens ont vu et qui rigolaient. Eh ouais, Missiri là. Et tout à fait. Et voilà, eh ouais, Missiri là, là et là. Et ça faisait rigoler les gens, je pense. Mais bon, c'était... Moi, j'étais en train de leur dire non, il ne faut pas rigoler, j'arrive. Mais à travers Missiri, qu'est-ce que vous disiez pour ceux qui ne connaissent pas? Non, c'était l'appel à la prière. Amen. Mon oncle Mais était muezzin. C'est ça. Mon oncle était muezzin et donc voilà, moi je me suis rappelé de... Mais c'était quelque part une prière divine que vous adressiez à Dieu. C'était une manière aussi d'interpeller Dieu dans votre carrière. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, j'étais très, voilà, je dirais pas que j'étais à fond dans la religion, mais j'ai une éducation de musulman, tout ça. Et donc, voilà, j'ai été inspiré en tout cas par mon grand-oncle qui s'appelait Moritier Doumbia et qui était muezzin de la mosquée de Bouléban. Ok. À l'époque. J'étais un peu découragé en ce moment après les deux. Ouais. Après Missiri, voilà, je me disais que c'était pas la solution. Voilà, moi je peux pas chanter, les vendre, faire le manager, faire tout le temps. Donc je suis retourné à Odiené. Et puis c'est là qu'il y a eu la première bataille des politiciens après la mort de Houphouët-Boigny. Et donc moi j'étais à Odiené. C'est cette année-là d'ailleurs que j'ai commencé à m'intéresser aux journaux, à lire les journaux, à écouter les radios, l'actualité à la radio, sur les radios internationales ou même les radios du pays. C'est ça. Et c'est là que voilà, je me rends compte de toutes ces manipulations des hommes politiques voilà, qui, à mon avis, voulaient mélanger le pays pour accéder au pouvoir. Ça, c'était ça. Et puis bon, c'est là que j'ai écrit Manger Classique. C'est là qu'il y a eu aussi des casses, je crois. Cet album, il sort en quelle année déjà? L'album sort en 96. 96. Et à cette période-là, déjà, vous dites qu'il y a une guerre de positionnement au niveau des successeurs d'Houphouët-Boigny? Ah oui. Houphouët, il n'a pas été clair. Donc, quand on n'est pas clair, c'est comme ça. Hein. Il n'a pas été clair. Cela se manifestait comment? Parce que quand vous dites qu'il n'a pas été clair, il avait dit selon l'article 11, lorsqu'il décidait celui qui allait prendre sa place, c'était le président de l'Assemblée nationale, c'est ce qui était dans la Constitution. Oui. Donc, on se disait de facto, c'est le président Henri Konan Bédié qui allait diriger jusqu'aux prochaines élections. De toute façon, Houphouët-Boigny, il avait dit, hein, depuis les années 70, il avait dit, ça y est, dans le livre de Samba Diarra, voilà, avant de mourir, il laissera un Akan au pouvoir.
Et donc ça c'était prévu, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, on sait quelles sont les acrobaties qui ont été faites pour que Bédié revienne des États-Unis, qui se retrouve président de l'Assemblée nationale et que le président Philippe Yassé soit éjecté, tout ça. Donc il y a eu tout ça, et puis bon, voilà. Et donc moi très jeune, très tôt, j'ai lu le livre de Samba Diarra, j'ai lu l'actualité, donc je comprenais un peu toutes ces manigances là, toutes ces acrobaties, donc je pense que... Et puis bon, voilà, l'héritier malheureusement n'a pas été sage, parce que si on avait organisé des élections libres, transparentes, juste après le départ d'Oufé, en 95, en 95, les Ivoiriens allaient choisir leur président, et puis on n'allait pas être là. D'ailleurs, à l'époque, Alassane Ouattara n'allait pas être élu, puisqu'il n'était pas vraiment connu. Il a été Premier ministre d'Houphouët-Boigny, et il n'avait pas une interdiction officielle d'aller faire des visites dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais ça ressemblait à ça, puisque durant toute la mandature, enfin, durant tout le temps qu'il a fait en tant que Premier ministre, il n'est pas allé dans le nord, etc. Donc, du coup, je pense que tout est parti de là, 95. Avec le boycott, avec le Front républicain. Le Front républicain, Gbagbo et Bédié, Alassane qui se mettent ensemble. C'est ça. Pour boycotter les élections, etc. Les casses qu'il y a eu à Odiné, la préfecture a été mise à feu carrément, alors qu'on avait l'une des plus belles préfectures du pays. Donc il y a eu des trucs un peu partout. Donc je pense que tout est parti de 95. Et c'est cette année-là qui m'a inspiré, que j'ai écouté, j'ai commencé à composer la chanson du titre Magécratie. C'est là qu'il y avait Magécratie, c'est là qu'il y avait Arrêtez-moi tout ça là, on a déconné, etc. Et donc tout est parti de là. Vous aviez compris à cette époque que la Côte d'Ivoire allait droit dans le mur? Oui, oui, je pense que la manière dont les choses étaient faites, évidemment, il fallait s'attendre à des choses, parce que quand les équipes décident de choisir les adversaires, ça crée des problèmes. C'est ça. Voilà. Si on dit aujourd'hui à l'équipe d'Odiné, par exemple, de choisir son adversaire, je ne pense pas qu'ils vont choisir Chelsea. Hein. Non, pas du tout. Donc, voilà. Donc, je pense que... Ils vont choisir une équipe à leur portée. Mais bien sûr. Donc, je pense que toutes ces manipulations ont fait que... voilà, tout était mis en place pour qu'il y ait du feu, parce que moi j'entendais un peu les gens grogner, les gens... Parce qu'en ce moment-là, vous savez, sous Houphouët-Boigny, on se disait pas tel est ivoirien, tel est ceci, c'était pas... Voilà. Moi j'avais des amis béninois qui me rendaient service. Et moi j'avais une moto, j'allais au lycée, le jeune que je transportais, alors que j'étais ado, j'aurais pu transporter des filles. Mais le jeune que j'ai transporté tous les jours, c'était un jeune guerrier qui s'appelait Ba Maxime. Donc on n'avait pas cette différence, on ne cherchait pas quoi en fait. On était ensemble, on était béninois, togolais, ivoiriens, on était ensemble. Et donc voilà, le béninois il collait les pneus des motos, ainsi de suite. Donc c'était une belle époque. Et puis bon, les politiques ont décidé de mélanger tout ça. Et moi, j'ai compris ça tôt, et c'est tout ça qui m'a inspiré pour que je fasse le titre Magécratie. Du coup, dans un tel climat aussi délétère, la Côte d'Ivoire connaît son tout premier coup d'État en 1999. Est-ce que vous, qui aviez écrit cette chanson, vous attendiez à une telle déflagration de la situation sociale? Ah oui, moi je m'attendais à ça parce que j'écoutais les gens, je savais qu'il y avait des tensions, mais que les gens n'osent pas s'exprimer, et que c'est d'ailleurs en ce moment qu'on a entendu parler de mandat international. Un mandat international, c'est en ce moment que les politiciens ivoiriens ont créé ça. En fait, ils n'ont pas créé, ça existe, mais les premiers mandats, c'est vrai qu'il y a eu des mandats sous feu contre Gbagbo, mais voilà, les mandats internationaux, c'est en ce moment qu'on a entendu, donc voilà, tout était fait pour garder le pouvoir. C'était pas de la politique, c'était j'ai le pouvoir, je choisis mes adversaires, je fais ce que je veux. Et donc je pense que tout a commencé là. Et moi j'avais vu ça, j'étais jeune, mais à partir du moment où je me suis rendu compte que le reggae rime avec la politique, j'ai commencé à m'intéresser vraiment
à l'actualité politique. Voilà. Mais est-ce que, si on devait refaire l'histoire, est-ce que vous pensiez que ce coup d'État était la solution? Écoutez, les coups d'État ne sont jamais une bonne solution. Voilà. Ils ne sont jamais des bonnes solutions. Évidemment, quand vous avez des gens au pouvoir qui ne veulent rien entendre, qui pensent que le pays les appartient et qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent rien, donc il n'y a pas d'autre manière de leur montrer que le pouvoir n'est pas leur propriété, que le pouvoir est au peuple et que tous les fils du pays ont le droit d'être sur ce fauteuil-là. Et malheureusement, c'est ce qui a été fait. Je pense que elle aurait pu être une bonne solution si Gueye avait respecté ses engagements. Parce qu'il aurait fallu simplement que Gueye organise les élections. Et qu'il parte du pouvoir, ouais. Et qu'il laisse tout le monde se présenter, y compris Bédié qu'il a renversé. C'est ça. Et là, il fallait laisser Bédié se présenter, Alassane Ouattara se présenter, Bago se présenter, et puis lui, il est l'arbitre. Et puis celui qui gagne, il lui laisse le pouvoir, et puis il dirige la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça allait permettre à Gueye Robert de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Côte d'Ivoire, je m'en fous. Je veux que lui devienne président, même s'il ne faut rien, même s'il n'y a rien. Au moins, quand il devient président, je peux dormir tranquille. Il faut que ce soit mon frère du même village, il faut que ce soit le gars de ma région, il faut que ce soit le gars de mon ethnie, etc. La Côte d'Ivoire, c'est un peu ça. La Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est un pays très très difficile, puisque pour moi, il n'y a pas de vraie politique en Côte d'Ivoire, en fait. Parce que, voilà, moi je... Vous avez l'impression qu'ils sont tous en quête d'un mieux-être avec leurs différents clans, quelque part? Bien sûr. C'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit que... Voilà, même si c'est l'opposition, qu'on veut ou pas, Alassane Ouattara, il a quand même transformé la Côte d'Ivoire. On va y arriver, voilà. Mais bien avant. Et donc, oui. Bien avant, lorsqu'en 99, vous dites qu'il n'y avait pas un discours social, c'est ce qui a fait qu'il y a eu le coup d'État. Est-ce qu'en 2002, cette situation prévalait? Il n'y avait pas ce discours social, c'est ce qui a amené la crise de 2002, oui, selon vous? Bien sûr, c'est ce qui a amené la rébellion. Je pense qu'après le forum de la réconciliation, si le gouvernement Laurent Gbagbo avait suivi exactement les résolutions qui ont été prises lors du forum de la réconciliation en 2001, on allait éviter la guerre. Il aurait fallu simplement tenir compte des résultats de ce forum et puis tenir compte de tous ces jeunes militaires qui sont en exil, trouver une solution pour les faire rentrer. Et puis voilà, parce que de toute façon, le président Gbagbo avait dit qu'il a été élu dans des conditions calamiteuses. Tout à fait. Bon, lui, en tant que démocrate, quand tu es élu dans des conditions calamiteuses, ben, tu essaies de rassembler les morceaux. Et malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Je pense que comment on appelle le système qui était en place sur Gueye a été reconduit sur Laurent Gbagbo, qui pourtant a été associé de Alassane Ouattara au Front républicain quelques années en arrière. C'est ça. Et donc voilà. Et donc je pense que c'est l'échec du Forum de réconciliation qui a amené la rébellion. Et pour beaucoup aussi, ceux qui sont les détracteurs du président Laurent Gbagbo, ils se disent qu'il a été laxiste aussi, on va dire, par rapport à cette rébellion qui se formait au nord. Et qu'il a vu les choses venir, mais il n'a pas réagi. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, de toute façon, je pense qu'il ne pouvait pas. Si, voilà, je pense que les injustices étaient telles que, les frustrations étaient telles que. Et je ne pense pas que, même s'il savait qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Parce que mais vu que vous dites qu'il aurait dû échanger avec les militaires, d'aucuns qui avaient été brimés sous l'ère Gueye, et qu'on savait qu'ils étaient partis, il aurait pu échanger avec eux. Voilà, c'est ça, j'ai dit. Voilà, s'il avait fait ça. J'avais pas bien compris la question. Tout à fait. Effectivement, s'il avait fait ça, je pense qu'on allait éviter tout ça. Il aurait fallu que Laurent Gbagbo dise, écoutez, moi j'ai été élu dans des conditions calamiteuses. D'ailleurs, il a dit, dans l'élection Miss, c'est pas toujours la plus belle qui est élue, qui est choisie, je veux dire. Tout à fait. Donc, il pouvait dire, voilà, je suis pas forcément bien élu, mais je suis quand même celui qui a été élu, là. Et tout le monde sait que je suis l'opposant historique contre Houphouët-Boigny.
Et puis bon, voilà, laissez-moi faire mes 5 ans. Je vous promets que dans 5 ans, des élections libres et transparentes seront organisées, tout le monde sera candidat, et puis entamer tout de suite des démarches pour faire venir tous les exilés, voilà, je pense que ça nous aurait fait éviter la rébellion et tout ça. Et puis la Côte d'Ivoire allait se retrouver sans rébellion, je veux dire. C'est clair qu'on ne va pas refaire l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, mais vous, lors de la gouvernance de Laurent Gbagbo, vous n'aviez toujours pas été tendre avec lui. C'est toujours le cas en ce moment? Oui, je pense que c'est le cas. On ne peut pas m'obliger à suivre quelqu'un, suivre Gbagbo. Je peux pas, tu vois, je respecte tous ceux qui suivent Gbagbo, qui croient en lui, voilà. Mais moi, mon soutien à Gbagbo, ça s'est arrêté quand il n'était plus opposant. Parce que quand il était opposant, vous savez, à Odiene, le FPI a eu beaucoup de mal à s'implanter. Il y avait une seule famille, d'ailleurs une ou deux familles que je connais, dont une qui est très connue, une des familles Touré, donc il y avait cette famille-là, et les gens ne les parlaient presque pas. Mais moi, en tant qu'artiste, nous on parlait, tu vois, on les croisait, enfin ils venaient nous voir parce qu'ils avaient besoin de se faire connaître, donc ils voulaient se frotter un peu aux artistes. Et donc voilà. Et donc pour moi, c'est peut-être, c'est un grand homme, je vais dire. C'est un grand homme politique qui nous a libérés en Côte d'Ivoire quelque part, hein, parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu le multipartisme, c'est grâce à lui qu'il y a eu la liberté de la presse, enfin, qu'il y a eu plein de journaux. Il y a quelques acquis démocratiques quand même, de par son impulsion. Bien sûr, mais je pense que sa gestion était assez spéciale et que, voilà, que pour moi, même pendant les 10 ans, moi, je n'ai pas vu d'action panafricaniste de Laurent Gbagbo. Même Bleu Goudé a été plus panafricaniste, puisque Bleu Goudé a organisé des congrès en Côte d'Ivoire où il y a des jeunes qui sont venus de différents pays, il y a eu des réunions sur l'Afrique, etc. Donc voilà, l'homme n'arrive pas j'arrive pas à accrocher, parce que je pense qu'il a raté plein de trucs qui ont fait que, bon, voilà, malheureusement, je veux qu'on me donne ce droit-là. Voilà. Bah, c'est clair. Voilà, c'est ça aussi la liberté d'expression. Je respecte tous ceux qui sont derrière Gbagbo, hein, parce que je suis pour la liberté de penser. Voilà, mais bon. Lorsqu'on parle forcément du président Laurent Gbagbo, on parle du président Alassane Ouattara. Quelle est sa place, lui, justement, dans votre cœur? Ben, je pense que je fais partie de ceux qui ont lutté pour la justice, pour qu'il soit candidat. Et je pense que je fais partie de ceux qui pensent que, voilà, aujourd'hui, il a un résultat positif, parce que il y a, sur le plan développement, la Côte d'Ivoire est beaucoup avancée aujourd'hui, sur le plan économique, beaucoup avancé, sur le plan positionnement de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est positionné aujourd'hui, sur le plan stabilité aussi, c'est un pays qui est stable aujourd'hui, mais avec des injustices, avec des inégalités que d'ailleurs nous dénonçons dans nos chansons. Hein, et que je continue, personne ne peut me reprocher ça, que ce soit sous Gbagbo, sous Gueye, sous Alassane Ouattara. J'ai toujours pris mon micro pour dénoncer les injustices. Mais je pense que Alassane Ouattara, aujourd'hui, a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire sur le plan développement, et que Laurent Gbagbo a beaucoup fait sur le plan de la liberté de pensée et d'expression. En tout cas, chacun des leaders a pu apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, et c'est surtout ça. Vous avez parlé d'inégalité, de pas mal de choses qui ne sont pas aujourd'hui assez claires sous le président Alassane Ouattara, même s'il y a ce développement qui saute à l'œil. On va revenir sur certains points où aussi ces détracteurs parlent de cet endettement aussi dithyrambique. Quelque part, lorsque vous parlez d'inégalité sous le président Alassane Ouattara, vous indexez quoi, justement, comme inégalité, bon, comme injustice? Je sais que, bon, évidemment, il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être. Je ne veux pas généraliser, hein, parce que, voilà, c'est un pouvoir, et donc, ils savent des choses que moi, je ne sais pas. Tout à fait. Voilà, mais je pense que, voilà, aujourd'hui, voilà, il y a des injustices, comme ça que je peux dénoncer, mais sinon, quand les gens parlent d'endettement ou quoi, voilà, je ne veux pas ici parler pour le gouvernement ivoirien, mais ce que je sais, c'est que l'argent emprunté par le gouvernement américain pour faire la guerre au Vietnam, le gouvernement américain est en train de payer ça encore.
jusqu'à aujourd'hui. L'argent emprunté par l'État français pour faire le métro, jusqu'à aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui sont en train de payer. Tout à fait. Et donc, quand j'entends les Ivoiriens dire le pays est endetté, si on n'avait pas de preuves, en fait, si le gars il avait pris l'argent pour aller mettre dans des comptes en Suisse, etc., et puis faire sa vie, mais quand on voit des routes, des ponts, quand on voit des preuves, on se dit, bon, voilà, le gars, il ne va pas mourir avec ça. Vous voyez un peu. Le gars, il ne va pas mourir avec ça. Et donc, il y a des Ivoiriens qui disent, non, il y a des péages, il y a trop de péages, on paye. Mais en même temps, quand ces Ivoiriens vont au Maroc, ils montent dans le taxi pour quitter l'aéroport, aller en ville, ils payent. En même temps, quand ces Ivoiriens viennent en France, ben, ils payent les péages. Et donc, dans la manière de gouverner un pays, une génération peut endetter l'autre, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les routes qui sont en train d'être faites, c'est nous qui allons rouler dessus. Et donc, en roulant dessus, on ne sait pas, peut-être qu'on est en train de... On paye aussi. C'est ça. Mais, donc moi, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Quand on dit non, tous les pays, même la France est endettée. Si vous faites des richesses, vous allez trouver que les États-Unis sont endettés. En tout cas, que la France est endettée. C'est le système de financement mondial, voilà. Reconnu. Ouais. Donc, tout le monde est endetté. Donc, l'essentiel, c'est de voir des faits. Et aujourd'hui, moi, quand je quitte Abidjan, que je vais aller dans mon village, à Gbeleban, dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais je ne quitte pas le goudron. Et ça, c'est aujourd'hui, en passant par Bouaké, Boundiali, etc. Et donc, il y a même beaucoup de bastions d'autres partis politiques qui ont eu plus d'électricité sur Alassane Ouattara. Mais est-ce que malgré tout ça, beaucoup ne reste pas à faire tout de même? Parce que toutes les villes ivoiriennes ne sont pas loties à la même enseigne en termes de développement, que ce soit au niveau des infrastructures routières, des infrastructures hospitalières. Est-ce que beaucoup ne reste pas à faire? Il y a beaucoup qui reste à faire. Et je pense, et sans défendre le gouvernement en place, mais je pense qu'un seul président ne peut pas tout faire. Si vous voyez la France, vous allez trouver que le général de Gaulle a posé des actes. Tout à fait. Qui sont différents des actes que je ne veux pas laisser, voilà, je vais sauter Pompidou, tout ça, Giscard, tout ça, mais je vais atterrir tout de suite chez François Mitterrand. Vous allez trouver que François Mitterrand, en tant que socialiste, a fait avancer des choses. Beaucoup. Et donc, je pense que, voilà, c'est un peu difficile de demander à un seul gouvernement de tout faire. D'ailleurs, si ce gouvernement fait tout, quel sera le rôle de ceux qui vont venir après? En tout cas. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer, mais sur le plan développement, je pense que toi et moi, ou n'importe quoi, les Ivoiriens, en tout cas les Ivoiriens dans leur ensemble, c'est vrai que nous, en tant que journalistes, c'est l'exercice, mais les Ivoiriens dans leur ensemble saluent en tout cas cet élan de développement. Mais il y a une part d'ombre qui a été révélée, on va dire, par un député ivoirien, que je vais citer ici, Diaoufoué, qui disait, oui, lui, en tant que député de Yopougon, il voit qu'il y a certes le développement, mais un CHU comme celui de Yopougon est fermé depuis quelques années. Quel commentaire vous faites sur ça? Ben, je souhaite que le CHU soit ouvert pour que les populations de Yopougon puissent venir se faire soigner. Mais comment est-ce que ça peut s'expliquer? En fait, je ne connais pas les raisons. Je ne sais pas si c'est pour un problème de budget ou bien si c'est des stratégies du gouvernement. Je ne sais pas. Vous savez, ça, c'est la politique. Vous savez, on aurait pu dire à l'époque pourquoi les villes de Yamoussoukro sont goudronnées alors qu'il n'y a pas de voitures là-bas, alors qu'à Odiéné, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, ou bien à chaque ville, il n'y a pas de goudron, chaque ville, le pont n'est pas fait, alors qu'il y a des kilomètres de goudron qui ont été dépensés à Yamoussoukro inutilement. Bon, donc ça, c'est dans la tête des politiques. Donc je ne connais pas les détails. Je ne sais pas si c'est un problème de budget ou bien si c'est un truc stratégique, Voilà, ce qui serait étonnant quand même qu'on ferme un hôpital pour punir une population sous prétexte que cette population n'est pas acquise à vous. Et donc, je pense que c'est un peu cynique. Bon, c'est vrai que la politique est cynique. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne peux pas savoir puisque je ne connais pas les raisons. Peut-être que si on demande au ministre de la Santé, il pourra dire, bon, écoutez, c'est le problème du budget, ou bien les travaux sont en retard, ou bien on a d'autres priorités, on ne sait pas. Mais je pense que, voilà, je ne veux pas aller penser jusque-là, jusqu'où les gens y vont. C'est-à-dire, genre, Yopougon, c'est le bastion de l'opposition, donc l'hôpital n'est pas ouvert, quoi. Bon, je ne veux pas aller jusqu'à là, mais bon, tout est possible dans ce pays. Tout à l'heure, lorsque vous parliez d'injustice, par exemple, on a vu ces derniers temps, en griffe, c'est vrai, dans ce flot de développement,
en griffe cette intimidation des leaders de l'opposition qui, lorsqu'ils marchent, ils sont de facto interpellés ou emprisonnés. On a vu le cas avec Damanan Picasse. Quel commentaire vous en faites? Bon, moi je pense que ça c'est des cas que je condamne. Je condamne fermement parce que je suis un défenseur de la liberté d'expression. Je suis aussi un défenseur de la liberté d'opinion, etc. Et donc ces arrestations sont condamnables. Mais en même temps, c'est dans ce jeu politique ivoirien qui pour moi n'est pas de la politique. C'est-à-dire que ceux qui reprochent ça aujourd'hui au pouvoir en place, ils l'ont fait hier. C'est de suite. C'est comme si Bédié venait s'étonner qu'on lance un mandat d'arrêt contre quelqu'un, alors que lui, il a été l'un des premiers à lancer un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara, etc. Donc tout ça, c'est des jeux politiques, l'opposition. Mais cette chaise politique qui voudrait que, lorsqu'un pouvoir est là, il puisse faire payer plus ou moins le prix à certains leaders. Si on reste dans cette logique, est-ce que vous pensez que quelque part, cela est bien pour la décrispation de la situation politique en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Hein. Oui, parce que vu que vous avez justifié ça par le fait que Bédié se serait étonné, mais on aurait aimé avoir une certaine crispation qu'on ne voyait plus ce genre de situation. C'est pourquoi je condamne toutes ces arrestations. Je le dis, que ce soit sur... des choses comme ça se seraient passées sur Bédié, j'allais condamner de la même manière. Et je condamne ça aujourd'hui, ces arrestations, pour des délits d'opinion ou pour la liberté. C'est quelque chose que je condamne. Voilà. Et je souhaite qu'on sorte de ça. Qu'on sorte de ça. Celui qui vient au pouvoir va empêcher l'autre de faire ceci. Bon, c'est des jeux. Et donc, je pense que c'est le rassemblement des Ivoiriens. En fait, c'est le peuple ivoirien qui doit enlever ça dans le comportement des hommes politiques. Si je peux m'exprimer ainsi, comme en Côte d'Ivoire. Il faut que de parler attitude, comment ils emmènent ces hommes politiques-là à se dire, enfin, on a besoin de liberté, on a besoin de paix, il faut qu'on arrête de tels agissements. S'il y a une chanson au vitriol que vous avez sortie par rapport au gouvernement du président Alassane Ouattara, c'est le gouvernement 20 ans, quels sont les retours que vous avez eus lorsque vous avez sorti cette chanson? Bon, disons que j'ai eu un concert annulé et puis je pense que effectivement il y a des gens qui se sont sentis morveux, qui se sont mouchés, alors que c'est une chanson qui peut être interprétée, qui peut être adaptée au Bénin où il y a une opposante qui a été condamnée à 20 ans, monsieur comment on appelle Kamere, qui vient d'être nommé ministre au Congo, avait été condamné à 20 ans. Tout à fait. Évidemment, il y a des 20 ans en Côte d'Ivoire. Donc, dans cette période-là où j'ai composé la chanson, j'entendais 20 ans, 20 ans. Tous les opposants qui étaient condamnés dans les pays africains, c'était 20 ans, 20 ans. Bon, donc, évidemment, comme il y a des 20 ans en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont condamnés à 20 ans en Côte d'Ivoire. Peut-être que, ils ont pris ça comme si j'avais chanté contre eux. Mais bon, ça a été toujours comme ça. Hein. Vous savez, sur tous les régimes, presque... on a eu des morceaux qui ont été interprétés par ceux qui étaient au pouvoir et qui ont cherché à nous fatiguer. Mais vous, par exemple, lorsque vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous êtes battu quelque part aussi pour voir le président Alassane Ouattara au pouvoir et savoir qu'une telle chanson amène à ce que votre concert soit annulé. Comment vous avez vécu ça personnellement? Bon, comme j'avais l'habitude, j'ai pas été surpris. Comme j'ai été aussi victime sous d'autres régimes. Parce que je pense que si je rentrais dans les rangs et que je faisais du civisme, que je faisais du militantisme artistique, peut-être que je n'allais pas avoir des problèmes comme ça. Mais comme j'ai décidé de rester sur la ligne tracée par Bob Marley, celle de toujours dénoncer, quels que soient les régimes, quel que soit celui qui est au pouvoir. C'est un peu ce prix-là que j'ai payé sous le régime du président Alassane Ouattara. Mais je ne dis pas qu'ils ont raison, mais j'ai dit que j'ai pas... Mais est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu intimidé de dire il faut pas que je compose encore des chansons qui aillent contre leurs intérêts quelque part? Non, pas du tout. De toute façon, ils ont fait une bonne promo pour ce single-là. Le mieux aurait été de me laisser faire le concert, puis le lendemain c'est fini. Peut-être les gens vont parler. On n'allait même pas chanter le titre gouvernement 20 ans, puisqu'il n'était même pas sorti. Mais non, ça a été interprété. Il y a des gens qui sont allés dire à Bobo que moi je venais pour insulter le président Alassane Ouattara. Donc
c'est leur manière de faire les choses. Moi, je voulais offrir un concert gratuit pour rendre hommage à Ambak, que je connaissais, et qui était un politicien assez spécial, parce qu'il était relax, voilà. Il appelait les gens pour avoir de leurs nouvelles. Voilà, et donc... Vu que vous le citez, un mot sur lui, de point de vue personnel, par rapport au rapport que vous entreteniez avec lui, qu'est-ce que vous pourriez dire là de lui comme témoignage? Non, quelqu'un de très ouvert. Quelqu'un de... Voilà. C'est-à-dire, vous avez vu, hein, quand Yodé et Suro ont sorti leur album, ils sont allés lui rendre visite, il les a reçus. Et moi, chaque fois qu'on se voyait, il me disait, hey, t'es-tu, hein? Nous, on pensait que quand on va être là, tu vas pas chanter contre nous. C'était ça, tu vois. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire même pour que toi, tu arrêtes de... Je dis, mais monsieur le ministre, il n'y a rien à faire. Nous, on fait du reggae. C'est un peu compliqué parce que, imaginez, vous arrivez au pouvoir, parce que vous êtes mon frère, je ne chante plus. Voilà, ça veut dire que je n'ai pas de conviction. Pour parler des leaders politiques ivoiriens, vous avez déjà dit ça maintes fois. Vous voulez voir Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Bédié parti, laisser la politique. Vous maintenez toujours ce discours? Ça, c'est mon rêve. Mais apparemment, les Ivoiriens ne rêvent pas comme moi. Moi, je rêve de ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce passage des témoins va amener encore la Côte d'Ivoire dans un autre chamboulement? Non, si c'est préparé. Dans une autre crise? Vous savez, on a eu des problèmes parce que Oufoué n'a pas préparé. Et là, vous pensez que ceux qui sont là préparent bien leur dauphin? Bien sûr. Si il y a les élections en 2025, logiquement, dans quelques mois, on devait voir les dauphins. Et selon vous, qui sont les dauphins qui pourraient vraiment prendre le relais à travers ces trois grands leaders que la Côte d'Ivoire a connus? C'est pas à moi de dire ça, mais je pense que... Mais en tant qu'observateur de la scène politique ivoirienne... En tant qu'observateur, vous savez, au PDC, vous avez des gens capables, hein, vous savez, des gens capables. Il y a Jean-Luc Billon qui ne cache plus ses ambitions? Voilà, même si il n'a pas beaucoup de chance, parce que... Ok. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, c'est fait comme ça. Hein. Donc ça, c'est au PDCI? T'es pas baoulé. Bon. On sait pas trop. Maintenant, si tu es FPI, bon, tu peux croire que tu n'es pas bêté, mais que tu es très apprécié. Le FPI a éclaté maintenant, il y a PPACI, il y a COGEP, il y a FPI. Quand vous voyez tout ce conglomérat... Mais le problème, c'est ça, c'est que pourquoi AFI, ça n'a pas marché au FPI, pourquoi Mamadou Koulibaly, tout ça, ça n'a pas marché, parce que bon, il aurait fallu qu'il soit, malheureusement... Mais pour vous, le débat ivoirien, pour vous, le débat ivoirien, il est ancré dans l'ethnicisme? Ah, mais bien sûr. Mais, vous savez... quand cette crise commence en 2013, il y a des enfants qui ont 5 ans. 2013 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? Si, aidez-moi à calculer rapidement. 2013... 2023? Ouais. 10 ans? Non, 2093, je veux parler 93, ah oui, 93. 2000 déjà, ça fait déjà 7 ans. On va dire 30 ans maintenant. Voilà, 30 ans. Voilà, les enfants, 30 ans de crise. Voilà, ils ont entendu... Pendant très longtemps, Alassane est burkinabé. Mais vous ne pensez pas que ce débat, il est révolu tout de même? Non, mais ça continue. Comment ça? Mais quand vous regardez sur les réseaux, quand vous entendez les hommes politiques dire c'est notre pays, il faut que nous rendons notre pays, il faut qu'on nous rende notre pays, et ça veut dire que le pays appartient à certains et ça n'appartient pas à d'autres. Et c'est ça qu'il faut enlever dans notre tête. Normalement, on ne veut pas parler d'ethnie ou de région. Tout à fait. C'est une richesse le fait d'avoir différentes ethnies. Tout à fait. C'est une richesse d'avoir différentes régions. Mais à partir du moment où on appartient à la même nation, on devient une seule personne, on devient, voilà, parce que notre intérêt à nous tous, c'est que ce pays-là avance. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour diluer de tels discours? Non, il faut pour diluer ou bien pour apaiser, pour qu'on ait vraiment un climat assez... Il faut que les Ivoiriens se mettent au-dessus des religions, des ethnies, des régions et réclamer des propositions aux hommes politiques. C'est-à-dire que voilà, toi tu dis que Gbagbo n'a rien fait, alors qu'est-ce que tu nous proposes de plus? Toi tu dis que Ouattara n'a rien fait, ok. En plus, ce que lui il a fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ainsi de suite. C'est-à-dire que les politiciens doivent venir avec des programmes. Et c'est ce que les Ivoiriens doivent exiger. D'ailleurs, il faut encore exiger un débat pendant les présidentielles de 2025 pour que des propositions soient faites. Il ne faut pas que... Voilà, il faut qu'on sorte du bruit, il faut qu'on nous propose du concret. Voilà, qu'on nous dise on va faire ça, on va faire ça. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens doivent dans leur ensemble exiger. Exiger que les candidats disent ce qu'ils sont prêts à faire. C'est bon que les dirigeants nous disent ce qu'ils sont capables de faire, chacun. Et puis après, nous, on choisit. C'est ce qu'on souhaite. Et puis si après, ça ne nous va pas, après, nous, on change. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir, en fait.
Maintenant, on a fait croire que c'est des hommes qui ont le pouvoir, mais ils voient bien qu'à la veille des élections, le peuple est sollicité. C'est la preuve que c'est lui qui a le pouvoir. Mais pour revenir au relais générationnel, on voit quand même des leaders qui s'affirment, même si le président Guillaume Soro aujourd'hui en exil depuis quelques années, il reste quand même un acteur majeur de la scène politique ivoirienne. Un mot sur cet exil qui n'en finit pas. Un exil que je dénonce aussi. J'aimerais que Guillaume Soro rentre, mais en même temps, Guillaume Soro est victime d'un système que lui-même il a contribué à mettre en place. Voilà, c'est-à-dire que voilà, quand Guillaume Soro était Premier ministre, il y a des gens qui étaient en exil parce que Guillaume Soro est Premier ministre, ainsi de suite. Donc tout cela, que ce soit Gbagbo, en fait, toute la classe politique. Pour vous, il n'y a pas politique. d'amende honorable pour la classe politique ivoirienne? Parce que chacun a dû pécher selon vous, quand on voit votre analyse. Non, moi je pense que si on continue comme ça, même après le président Ouattara, on va retomber. Hein. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je disais en griffe et je vous posais la problématique. Mais ça va arriver parce que c'est les Ivoiriens qui doivent éduquer nos hommes politiques. C'est nous les Ivoiriens qui doivent dire, bon écoutez, voilà, arrêtez là. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour nous, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire avance? Et puis bon, voilà. Il faut une société civile forte. Parce que la différence entre la Côte d'Ivoire et le Mali et le Burkina, tout ça, c'est qu'au Mali, au Burkina Faso, il y a eu le balai citoyen. Vous avez fait la transition parce qu'on allait en arriver. Ouais. On voit Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a hérité du pouvoir avec Damiba, qui a été éjecté. Cette situation confuse au Burkina avec toutes ces transitions insurrectionnelles, je vais dire ça comme ça. Comment est-ce que vous analysez ça? Mais d'abord, je voulais dire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de vraie société civile. C'est des sociétés civiles qui sont affiliées à des partis politiques. Donc il n'y a pas une société civile forte comme le balai citoyen au Burkina Faso, comme le mouvement Yanama au Sénégal, comme le FNDC en Guinée. Il n'y avait pas eu de ça. Donc c'est tout ça qui nous fatigue aussi parce que voilà, les hommes politiques, les artistes sont, pardon, les gens de la société civile et les artistes sont souvent récupérés par des hommes politiques. Donc ça fait que il n'y a pas de bloc qui se bat pour la Côte d'Ivoire, mais les gens vont se battre pour Alassane Ouattara, ils vont se battre pour Gbagbo, ils vont se battre pour Bédié, ils vont se battre pour tel. On voit en Côte d'Ivoire Pulgérie Balé qui donne de la voix, mais qui chaque fois se retrouve en prison. Elle ne fait pas assez? Oui, elle fait assez, mais le fait qu'elle se rapproche souvent des partis d'opposition, ça ne colle pas en fait. Moi j'ai été le premier artiste à sortir un titre qui s'appelait, comment on appelle, troisième dose. C'est ça. Et c'était 2 ans avant les élections. Troisième dose, dans lequel je dénonce le 3e mandat. Mais les Ivoiriens, quand j'ai vu les commentaires, les gens disent, mais lui là il raconte quoi même? Lui là il est fou, hein? Lui là il est... Maintenant, en fait, nous, on anticipe. Maintenant, quand on est dans les faits, moi, je suis un leader d'opinion, je suis un artiste, j'ai des fans dans l'opposition et au parti au pouvoir. Dans le parti au pouvoir. Donc, je ne veux pas venir me faire des ennemis venus, voilà, m'affronter avec des fans pour leurs opinions. Et donc, c'est pourquoi j'ai été silencieux dans cette période et tout le monde m'a accusé. Mais c'est parce que j'avais déjà parlé de ça. Moi, j'avais déjà parlé de ça en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le titre que j'ai sorti où je disais Alpha Condé devient fou, c'est un morceau que j'ai chanté spécialement d'abord contre le 3e mandat en général, mais surtout en Côte d'Ivoire. On a même fait un clip où on a pris un comédien, on lui a dit d'imiter Alassane Ouattara pour que le président Ouattara sache que c'est lui. Mais je vais vous dire, je pense que le président Ouattara avait la volonté de s'arrêter aux 2 mandats. Je pense qu'il avait la volonté de s'arrêter au 3e mandat. Il avait déjà exprimé de toutes les façons. Quand il passait la main au ministre Amadou Gon Coulibaly. Évidemment, c'est ça. Évidemment, je pense que vous remarquerez qu'en ce moment, dès qu'il a passé la main à Amadou Gon Coulibaly, il avait même disparu des écrans. Tout à fait. Et il a annoncé à l'Assemblée nationale, etc. Je pense qu'il était sincère. Oui, il y avait une bonne foi manifeste. Il y avait une bonne foi. Malheureusement, les aléas de la vie. Voilà. Il y a les aléas de la vie et puis il y a les réalités politiques. Je vais vous dire quelque chose, M. Vergès. Dites-moi. Voilà. Si le président Gbagbo s'était retrouvé dans la même situation que le président Ouattara, les gens du FPI allaient lui dire continuer. On est en Côte d'Ivoire. Si c'était le président Bédié, le PDCA allait lui dire de faire un 3e mandat. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, les militants de Gbagbo allaient lui dire de continuer.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. C'est juste une lutte pour le pouvoir. Parce que s'il y avait de la politique, les gens allaient être raisonnables. Mais ils ne sont pas raisonnables parce qu'ils sont poussés par des gens, ainsi de suite. Et je suis... Chacun voit son intérêt quelque part derrière un leader. Vous êtes Ivoirien, vous le savez. Bah, nous, on est observateurs. Voilà, observateurs, mais tous ces gens-là ça. sont poussés par d'autres gens. Si c'était Gbagbo, les gars de Gbagbo, ils allaient dire, mais il faut faire un 3e mandat. Mais la preuve aujourd'hui, Gbagbo est très fatigué, mais tout le monde veut qu'il soit président encore. La preuve aujourd'hui, Bédi est très très fatigué. Tout le monde veut qu'il soit candidat. La preuve aujourd'hui, le président Ouattara est sûrement très fatigué aussi. Ça se voit à l'œil nu qu'ils sont tous fatigués. Mais ils sont tous poussés par les partis, par les Ivoiriens. Et puis bon, on risque d'assister malheureusement à ce match retour que j'aurais souhaité ne pas voir. On espère que ce match retour n'aura jamais lieu, que la Côte d'Ivoire va continuer d'avancer. La Côte d'Ivoire va continuer à amorcer cet élan de développement qu'on voit. Comment ça va, cher frère? Ça va. Bienvenue. Merci. Merci. Acheter le terrain au temps de manger cassé. Bienvenue. Waouh. Waouh. Merci. Bravo. Ouais. Président, il y a de l'eau, hein? Ouais, je bois. Voilà. Voilà. Je disais à mon conseiller que toi, tu as compris. Oui. T'as vu, non? Toi, tu as compris. Et non? Ouais. Tu vois, la signification d'un ministre, c'est celui qui est au service du peuple. Et donc, moi, je suis très heureux que tu sois venu jusqu'ici. Si. Voilà. Je crois que tu es le premier homme politique à me rendre visite chez moi. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais. Et je sais que je ne suis pas le seul. C'est que tu as vu le grand frère Ismaël Isaac, je crois. Oui, j'ai vu Ismaël Isaac. Voilà. Ça me fait plaisir c'est tellement, ça fait chaud au cœur. Et moi, je voulais vraiment te dire de continuer. Merci. Continuer à aller vers le peuple, vers les gens. Et ça touche tout le monde. Et surtout, depuis le retour, le discours, je l'ai dit l'autre jour, Oui. apaisé, assemblé. Voilà. On sort d'une fracture et on doit rassembler. C'est ensemble qu'on peut bâtir ce pays. Tout à fait. Normalement, on ne veut pas parler d'ethnie ou de région. Tout à fait. C'est une richesse, le fait d'avoir différentes ethnies. Tout à fait. C'est une richesse d'avoir différentes régions. Mais à partir du moment où on appartient à la même nation, on devient une seule personne, on devient, voilà. Parce que notre intérêt à nous tous, c'est que ce pays-là avance. C'est ça. On va partout, on est étranger. Quand moi je vais à Paris, on dit l'Ivoirien. Je vais au Canada, on dit l'Ivoirien. Donc c'est ma terre ici. Tout à fait. Et donc souhaite la stabilité à ce pays. C'est bon que les dirigeants nous disent ce qu'ils sont capables de faire, chacun. Et puis après nous on choisit. C'est ce qu'on souhaite. Et puis si après ça nous va pas, après nous on change. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir en fait. Maintenant on a fait croire que c'est des hommes qui ont le pouvoir, mais ils voient bien que à la veille des élections, le peuple est sollicité. C'est la preuve que c'est lui qui a le pouvoir. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, bravo. J'aime cette bibliothèque. Je te fais visiter un petit quand même. Quand même. Bon, donc il y a plein de livres sur le rythme. Bon, ça c'est le compartiment, chose. Il y a un livre qui me marque déjà. Ouais. Ça c'est Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de livres aussi sur le panafricanisme. C'est ça qui me rend fou. Voilà. L'argent fou de la France. Voilà. Et ça parle de la Guinée équatoriale, je crois. Voilà. Waouh. Donc il y a plein de livres sur le panafricanisme. Ça c'est une bibliothèque, hein?
vie et mort d'une panthère noire. Tu as Bob Marley, les Wailers ici. Voilà. Wow, Catch Fire, ça c'est... Voilà. Tout ça, c'est des livres sur la Jamaïque, l'histoire de la Jamaïque. C'est la maîtrise déjà assez. Ouais, et tout. Tout ici. Mais président, il faut que tu fasses... je veux que tu enchaînes, tu écris au moins une dizaine de proverbes. J'ai fait 31 proverbes. Ouais. Mais en fait, moi je veux 10. Ouais. Et puis je vais voir si je peux en faire une chanson. D'accord. Voilà. Sinon là, une chanson, 10 proverbes, qui... voilà, ça peut être bien. là, à la demande générale, je me dis non mais fais. Donc là, je me suis concentré, j'ai fait un recueil. Je pouvais faire 50%, mais j'ai été totalement et définitivement acquitté le 31 mars Ok, d'accord. 2021. D'accord. Donc j'ai fait 31 proverbes, 31 leçons de vie. Quand le poisson sort de l'eau, et il te dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Mais tu sais, on entend, hein. Le proverbe là, quand on entend, les contrats, non, on l'interprète. Mais c'est tellement important pour les jeunes. Oui. Tu sais, les vieux sont en train de partir. C'est ça. Et on a une jeunesse qui pose plus de questions. Ouais. Qui préfère danser, regarder les novelas à la télé, et les films brésiliens, les films. Et donc fait le buzz. C'est ça. Donc nos proverbes sont en train de disparaître. Tu sais que même nos noms ont des significations. Tout à fait. Tu sais le nom Keita, Oui. ça veut dire l'héritier. Et Sundiata Keita est le premier. Keita, ça veut dire Keta. L'héritage c'est Ke. Ah ouais. Voilà. Quand il est né, comme il avait été annoncé 7 ans avant sa naissance que c'est lui qui allait être l'héritier de son père, qui était un roi. Donc quand il est né, les femmes dansaient, elles disaient l'héritier est né, Keta est né, Keta est né. L'héritier est né, c'est ça que Keita. Tu as vu? Donc, tu vois, tous les noms ont des significations. Ouais. Même les noms Baoulé, les noms Bété, Tout. si les gars demandent, il y a des significations. Oui. Et si nous on ne sait pas, nos enfants ne le sauront pas, Oui. et ça va disparaître. Et les vieux sont en train de mourir. Même chez nous, un nom a toujours son petit nom. Tu arrives chez un bété. Quand tu dis goudé, le vieux va te dire bré, Ok, bré, cabro, d'accord. zadi, vaca. Tu vois, c'est des choses qui vont ensemble. Et ça a une signification. Et c'est ça qu'il faut nous enseigner. Président, quand les jeunes là vont te voir, ils vont être surpris. Hein? Ceux qui sont en train de répéter là. Bonjour. Ah, on a un visiteur de taille aujourd'hui, hein? Charles Bleu Goudet. Hein? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais. Tu as mis du balèze, hein, c'est du lourd. Ouais. Donc les jeunes ils viennent répéter. Bravo. Bravo les Je gars. suis venu voir les réalisations du frère, voilà, qui donne une chance à ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que lui-même, il vient de là. C'est vrai. Voilà. Il vient de là. Il est allé loin. C'est le rat là, il est dans le trou. Hein. Mais il dort là-bas, mais il ne mange pas là-bas. Il vient chercher sa nourriture dehors. Non, président, j'attends mes 10 proverbes. Mais ça va venir. Enchaîner. Il va t'envoyer enchaîner et puis il t'envoie la clé. Voilà. Il t'envoie la clé. Du courage, hein. Allez, du courage. Allez, félicitations. Merci. Bonne répétition, hein. Bonne répétition. Donc c'est ici, ça c'est la deuxième salle, Ah, mais en même temps c'est la salle de prise du studio. Le studio d'enregistrement se trouve là. Tu sais, avant on avait les tables kilométriques, et tout est concentré dans ça. ouais. T'as pas besoin de... Tout est concentré ici. Ouais. Waouh. Donc il faut vendre au moins 100 000. 100 000. Si tu vends 100 000 albums. Bon, ils ont descendu un moment, hein, parce que comme les disques ne se vendent plus, ils étaient à 75, je crois qu'ils sont à 100 000. Ils étaient à, voilà, moi quand j'ai eu, j'étais à 100 000, je crois que ça aussi. Donc, Tu as vu là, ce qui me plaît là, c'est que l'Africain, c'est Kenya. Moi, mon rêve même, c'était de rentrer dans un studio d'enregistrement. Ouais. Le premier studio que j'ai visité, c'était le JBZ. JBZ. Voilà. Ouais. Le premier studio que j'ai visité, mon rêve, c'était d'enregistrer là. Et c'est là-bas que j'ai fait Manger Caché aussi.
Le premier album, c'était... Ce premier album, j'ai sorti Jelly en 93, mais ça a coïncidé avec le décès de Foot. Oui, non, ça va trop pris. J'ai eu National donc pour la promo, c'était pas bon. Après, j'ai sorti Misiri. J'ai sorti en 94. C'est là que j'en ai, ah, Misiri, là. Tu as dû entendre, là. Donc, j'ai sorti ça. Ça n'a pas fonctionné aussi. Et puis, en 95, je suis allé au dîner. En 96, j'ai sorti Manger Classique. C'est ça qui a explosé. C'est ça que j'ai appris. C'est ce que je dis aux jeunes. C'est ce qui nous a emporté. Mais ne jamais baisser les... Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu as sorti un premier album, ça n'a pas marché, deuxième, ça n'a pas marché, que tu penses que c'est fini. Il faut persévérer, il faut tirer les leçons. Se dire, mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi les deux n'ont pas marché. Je chantais Gandula. Il n'y a pas que les Dula en Côte d'Ivoire. Tu vois. Moi, depuis l'album Le Monde est chaud, que j'ai sorti en 2019, je ne suis pas allé en France pour travailler. Mais je fais le mixage là-bas. Oui, parce que mon ingénieur qui mixe, il préfère là-bas. Mais sinon, toutes les prises d'instruments, c'est ici. Ici, et puis voilà. En tout cas, je suis impressionné. Surtout, il y a... Toute la chaîne est là. Ouais. Toute la chaîne de production. Ouais. Tu ne fais pas que chanter. Tu travailles dans la durabilité. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très important. Ça. Voilà. Tu sais de faire en sorte qu'il y ait une reproduction. Ça, c'est important. Les jeunes, les jeunes ça, c'est une salle de répétition aussi. Hein. Quand il n'y a pas le studio est fermé, souvent, quand tu viens ici, ça répète là, ça répète l'autre côté. Et voilà, c'est moins cher, les jeunes, voilà. L'électricité, on paye, mais on donne la possibilité aux jeunes de s'entraîner, quoi. Moi, j'ai dit le Zouglou est en Côte d'Ivoire, c'est que le reggae est. C'est la musique la plus proche du reggae, hein. Oui. Au niveau du combat, du message. Voilà. Mais est-ce que toi, tu aimes le Zouglou? J'aime le message du Zouglou. Je danse pas, mais j'aime le Zouglou. J'ai beaucoup écouté les parents du campus, Didier, les parents du campus. Didier. À l'époque. Ouais. Voilà. J'aime surtout le Zouglou qui dit quelque chose. Pas le Zouglou qui amuse. Voilà. Mon rêve, c'est d'aller un jour à un de ces concerts. C'est parfait. Que ce soit en Afrique ou... Je vais mettre la date. C'est le 10 décembre. Le 10 décembre 2023.